Bonjour les amis, bienvenue sur CYP Stories. Abonnez-vous à cette chaîne pour découvrir des histoires incroyables. N'oubliez pas d'aimer et de partager. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire. Le docteur Tatoguinlé avait toujours agi comme un homme maître de tout, son emploi du temps, ses patients, sa fortune et son mariage. Neurochirurgien parmi les plus respectés du Nigeria, son nom à lui seul pouvait lui ouvrir des portes et inspirer le respect dans les plus hautes sphères de la société d'Abuja. Mais tout a basculé un mardi soir pluvieux lorsqu'une collision frontale avec un camion imprudent a mis fin non seulement à sa carrière, mais aussi à sa vision, littéralement. Il se réveilla dans une chambre d'hôpital stérile, plongé dans l'obscurité la plus totale. Les médecins l'entouraient, la voix étranglée par la pitié, tandis qu'il annonçait la nouvelle, les lésions du nerf optique étaient irréversibles. L'homme qui tenait autrefois des scalpels avec des mains précises ne pouvait plus voir son propre reflet. Ce qui suivit ne fut pas seulement une cécité physique, mais une descente dans un vide mental et émotionnel. L'aube, avec ses costumes sur mesure, ses plannings chirurgicaux chargés et ses invitations à des réceptions prestigieuses. Le silence dans sa chambre d'hôpital était assourdissant, aggravé par l'absence de sa femme Vanessa, qui n'apparut qu'avec un sourire forcé et des paroles creuses. Le retour à la maison fut encore plus brutal. La demeure autrefois animée d'Azokoro devint une grotte froide, un labyrinthe d'ombre et de sons qu'il ne comprenait pas. Tad, qui se déplaçait autrefois avec détermination, se contentait désormais d'un pas hésitant, se heurtant à des meubles devenus soudainement ennemis. Vanessa, sa superbe épouse exigeante, était devenue un fantôme au sein de leur propre foyer, toujours occupée, toujours au téléphone, ne communiquant guère avec lui au-delà des apparences. Les domestiques l'évitaient, ne sachant comment se comporter avec un homme qui était autrefois le patron, mais qui semblait désormais un étranger fragile. Parmi eux se trouvait Amaka, la servante discrète du village qui gardait ses distances et accomplissait ses tâches en silence. Tad ressentait le poids de l'humiliation chaque fois qu'il avait besoin d'aide pour quelque chose d'aussi simple que de trouver la salle de bain. En seulement un mois, l'homme qui sauvait autrefois des vies avec assurance était devenu prisonnier de son propre corps, abandonné émotionnellement avant même que Vanessa ne fasse ses valises. Vanessa observait son mari depuis l'ombre de la porte de leur chambre, ses talons de créateur claquant doucement sur le sol en marbre tandis qu'elle consultait son téléphone. Elle adorait être l'épouse d'un neurochirurgien renommé, les jets privés, les séances photos à n'en plus finir et l'envie des mondains d'Abuja. Mais cet homme aveugle et brisé, assis sur leur lit, serrant une canne comme un vieux mendiant, n'était pas celui qu'elle avait épousé. L'accident avait privé Tad de la vue, mais il lui avait aussi volé sa vie prestigieuse, et elle ne pouvait pas lui pardonner. Elle faisait semblant de l'aider, déposant délicatement de la nourriture devant lui et lui rappelant ses rendez-vous, mais intérieurement, elle en avait assez. La pitié des amis, les questions gênantes, les invitations qui cessaient d'affluer, c'était trop. Elle avait bâti son image sur la perfection, et il n'y avait pas de place pour le handicap. Pire encore, Tad ne voyait pas la distance grandir. Il s'accrochait à sa présence comme à une bouée de sauvetage, ignorant que son affection était déjà éteinte. La nuit, tandis que Tad dormait d'un sommeil agité, Vanessa arpentait la pièce en envoyant des messages vocaux à son avocat. Elle voulait partir, mais elle ne voulait pas repartir les mains vides. Il restait la maison, la compagnie d'assurance médicale, les investissements à son nom, et elle comptait bien tout sécuriser. Son avocat avait une idée, faire signer à Tad un transfert légal sous prétexte de simplifier les finances du ménage et la planification successorale, au cas où. Vanessa savait qu'il lui faisait confiance et, plus important encore, il était trop bouleversé pour lire les documents juridiques. Le timing était parfait. Pendant ce temps, Amaka, le compagnon qu'elle reconnaissait à peine, restait en retrait, tel un observateur silencieux. La fille l'agaçait, faisant toujours le ménage au mauvais moment ou étant trop douce avec Tad, comme si elle essayait de jouer les héroïnes. Mais Vanessa avait des soucis plus importants. Son plan de sortie était enclenché, et bientôt cette maison lugubre, avec son aveugle et ses souvenirs poussiéreux, ne serait plus qu'un chapitre qu'elle réécrirait à sa faveur. L'après-midi suivant, Vanessa orchestra tout avec une précision déconcertante. Tad, encore en train de s'adapter au rythme de la cécité, était assis sur le canapé du salon, vêtu de son peignoir, attendant ce que Vanessa décrivait vaguement comme un conseiller financier familial. Il ne posa pas beaucoup de questions, il était fatigué, vulnérable et voulait désespérément la garder près de lui. L'avocat arriva, un homme bien habillé, à la voix suave, comme s'il avait déjà fait ça à maintes reprises. D'un ton doux et avec un rire discret, il expliqua les documents remis à Tad comme des mises à jour financières de routine,
soulignant que cela permettrait à Vanessa d'agir en son nom et de gérer ses actifs plus efficacement. Signez ici, ici, et ici, insista l'avocat. Tad hésita, le stylo tremblant légèrement dans sa main. Son monde était devenu une confiance aveugle, et Vanessa, sa femme, était la seule voix familière qui le guidait dans l'obscurité. Alors il signa, page après page, révélant sans le savoir tout ce qu'il avait construit de ses mains et de son génie. Amaka se tenait à distance, un balai à la main, faisant mine de balayer le coin le plus éloigné de la pièce. Elle observait la scène en silence, les sourcils froncés de malaise. Elle ignorait les détails, mais quelque chose dans les voix chuchotées et la signature hésitante de Tad la troublait. Lorsque l'avocat partit, Vanessa était tout sourire et tendre pour la première fois depuis des semaines. Elle lui apporta de la soupe, le borda et l'embrassa doucement sur le front, peut-être pour apaiser sa culpabilité, ou simplement pour prolonger son rôle. Cette nuit-là, elle resta éveillée, préparant sa prochaine action. Une fois les documents signés et classés, il ne lui restait plus qu'à partir. Elle fit ses bagages lentement, choisissant soigneusement les sacs, les vêtements et les bijoux qu'elle emporterait. Elle ne laissa derrière elle que l'homme qui avait fait d'elle une reine, et la servante qui allait bientôt devenir sa seule bouée de sauvetage. Le matin arriva sans prévenir. La maison était étrangement silencieuse, ce silence qui rendait l'air plus lourd. Tad se réveilla et appela Vanessa une fois, 2 fois, puis une autre fois. Pas de réponse. Il essaya de se lever, tâtonnant vers la commode, renversant un verre. Vanessa, appela-t-il plus fort. Toujours le silence. Il chercha son téléphone, mais ne le trouva pas. Après ce qui lui sembla une éternité, on frappa à la porte, un coup doux et moqueur. « Olga, puis-je t'aider » demanda-t-elle doucement. Sa voix était basse, calme et posée. Lorsqu'elle entra et l'aida à s'asseoir, il lui demanda où était passée Vanessa. Un air moqueur s'affaissa et son regard se porta sur la petite valise près du couloir. Elle commenta, « Monsieur » murmura-t-elle. Depuis le petit matin. Le poids de ces mots l'écrasa. Elle était partie. Pas d'adieu, pas de mots, pas d'explication, juste partie. La trahison finale s'était produite sans un bruit. De toute la journée, Tad resta silencieux. Il resta assis sur la chaise près de la fenêtre, immobile, ses yeux vides fixant un monde qu'il ne pouvait plus voir. Amaka lui apporta de l'eau, de la nourriture, sa canne, mais il ne toucha à rien. Sa fierté, autrefois son armure, lui semblait désormais une malédiction. Chaque bruit dans la maison devenait un rappel obsédant de ce qu'il avait perdu. Cette nuit-là, Amaka retourna dans sa chambre après l'avoir entendu gémir de douleur. Elle le vit affalé sur le sol, tomber en essayant d'atteindre la salle de bain sans aide. Sans un mot, elle l'aida à se relever, lava ses blessures et le remit au lit. Pour la première fois, la voix de Tad se brisa. « Pourquoi es-tu encore là » demanda-t-il. Amaka ne broncha pas. « Parce qu'il faut quelqu'un qui ne parte pas » répondit-elle. C'était une vérité simple, mais à cet instant, quelque chose en lui que même la chirurgie n'avait pas pu guérir commença à se reconstruire, l'espoir. Les jours suivants, le rythme de la maison changea. Vanessa partit, le manoir, autrefois imprégné du claquement des talons de créateurs et des effluves de parfums importés, était désormais empli des pas feutrés d'Amaka et du faible son des gospels qu'elle diffusait à la radio dans la cuisine. Tad, bien qu'encore enveloppé de chagrin et de fierté, ne pouvait nier le réconfort que lui procurait sa présence. Elle ne parlait que si on lui adressait la parole, mais ses gestes en disaient plus que les mots. Elle lui apportait à manger, toujours chaud et au bon moment. Elle guidait ses pas, non par pitié, mais avec détermination. Elle ne le bousculait jamais ni ne l'entourait, mais elle était toujours là quand il avait besoin d'aide. Il y avait quelque chose de différent chez Amaka, quelque chose d'apaisant. Elle ne le méprisait pas. Elle le voyait, non pas comme l'aveugle ou le mari abandonné, mais simplement comme quelqu'un qui avait besoin de guérison. Au début, il résistait. Il détestait avoir besoin d'aide, détestait l'idée d'être un fardeau, détestait l'idée d'être désormais quelqu'un à qui l'on peut s'opposer. Mais Amaka ne lui a jamais donné ce sentiment. Un matin, alors qu'elle guidait lentement sa main vers le bord de la table pour qu'il puisse trouver son petit déjeuner, il murmura « Merci ». Elle marqua une pause, surprise, puis sourit doucement. « De rien, monsieur », répondit-elle. Ce fut le premier d'une longue série de petits échanges qui commencèrent à faire fondre les barrières entre eux. Elle ne lui demanda rien sur son passé, ne mentionna pas Vanessa et ne fit pas semblant de comprendre sa douleur.
Elle était simplement là, présente et imperturbable. Et cette loyauté silencieuse devint le lien qui le rattacha à un avenir qu'il n'aurait jamais imaginé, un avenir sans vue, sans statut, mais peut-être, juste peut-être, pas sans sens. L'humeur de Thad changeait comme une météo imprévisible, le soleil une minute, le tonnerre la suivante. Un matin, Amaka essaya de le guider vers la salle de bain, mais il retira brusquement son bras. « Je ne suis pas infirme », aboya-t-il, la douleur dans sa voix plus vive que ses mots. Amaka prit une inspiration, calmant ses émotions avant de répondre calmement, « Je sais, monsieur. Mais même les hommes forts ont besoin de quelqu'un quand le monde les aveugle. » Il ne répondit pas. Ce fut leur danse pendant des jours, Thad s'exclamant, blessé par son orgueil, Amaka répondant avec une patience inébranlable. Au début, elle prit ses accès de colère personnellement, se retirant pour pleurer en silence dans sa chambre. Mais Maman Keshi lui rappela que les gens crient quand ils se noient. Non pas par haine du maître nageur, mais parce qu'ils ne peuvent plus respirer. Alors Amaka revint, encore et encore, avec son petit déjeuner, des vêtements propres et de l'eau chaude pour son bain. Finalement, Thad commença à s'adoucir, non par gratitude, mais parce qu'il était à court d'excuses pour la repousser. Mais l'orgueil était tu. Il le rongeait tard dans la nuit, lui murmurant qu'il était inutile, l'ombre de lui-même. Un soir, Amaka entra dans le salon et trouva du verre brisé et des livres jetés à terre. Thad était par terre, les poings serrés, marmonnant « Je déteste ça. Je déteste être comme ça. » Elle s'agenouilla près de lui, sans le toucher, restant assise là jusqu'à ce que sa respiration se calme. « Tu n'es pas obligé d'aimer ça, dit-elle doucement. Mais peut-être peux-tu apprendre à vivre avec, pas seul. » Cette nuit-là marqua une trêve silencieuse. Il la laissa s'asseoir à côté de lui pendant les repas. Il cessa de refuser son aide avec autant de colère. Et un jour, alors qu'elle le conduisait au jardin, il lui tint le bras un peu plus longtemps que nécessaire. Ce n'était pas encore de l'amour. Mais c'était la première fois qu'il cessait de lutter contre la seule personne encore à ses côtés. C'est l'appel d'un ancien collègue qui a porté le coup de grâce. Le docteur Bala avait pris de ses nouvelles après avoir entendu des rumeurs selon lesquelles les parts de Thad dans une clinique neurochirurgicale avaient été vendues. Thad était perplexe. « C'est impossible, murmura-t-il. Je suis toujours d'accord, mais sa voix s'éteignit. La panique monta dans sa poitrine comme un feu. Après avoir raccroché, il demanda à Amaka d'aller chercher le dossier d'avocat que Vanessa avait laissé derrière elle. Avec son aide, il fouilla dans les dossiers étiquetés en braille jusqu'à trouver le contrat qu'il avait signé à l'aveugle. Et là, tous les biens, tous les investissements, même le terrain de Lucky, étaient transférés à Vanessa O'Guinley. Ses mains tremblaient en passant sur le papier gaufré. La femme à qui il avait confié sa vie l'avait arraché en silence. Thad rit amèrement, d'un rire creux. Elle ne m'a pas seulement laissé aveugle. Elle a veillé à ce que je reste vide. Amaka le regarda se défaire, le cœur serré. Tu n'as pas tout perdu, dit-elle doucement. Elle a pris des choses. Mais elle ne t'a pas pris. Il secoua la tête, incrédule. Il ne me reste plus, Amaka. Juste la coquille qu'elle a laissée derrière elle. Elle ne discuta pas. Au lieu de cela, elle lui apporta sa canne, posa sa main dessus et dit, « Alors, reconstruisons-toi avec ce qui reste. » Ce jour-là, Thad lui demanda de lire chaque ligne du contrat à voix haute. Il voulait savoir exactement ce qu'il avait perdu. C'était brutal. Mais dans la clarté de la trahison, quelque chose d'inattendu se produisit. Il cessa de s'apitoyer sur son sort. La rage et le chagrin l'avaient tour à tour entraîné dans le naufrage, mais maintenant, dans leur sillage, la résolution surgissait. Il ne serait plus le mari aveugle enfermé dans une prison dorée. Il n'avait peut-être pas vu les couteaux arriver, mais il apprendrait à les entendre la prochaine fois. Et il recommencerait à marcher, un pas, une pièce, un jour à la fois. Cette nuit-là, Amaka ne put dormir. Voyant Thad rouvrir de vieilles blessures qu'elle avait longtemps enfouies, elle s'assit près de la petite fenêtre de son appartement de domestique, contemplant le clair de lune se répandre sur la propriété. Les souvenirs revinrent en masse, la mort de sa mère en couche, l'effondrement de son père d'hypertension quelques mois plus tard, et la famille dispersée comme des feuilles mortes sous l'armatan. À 14 ans, elle avait commencé à faire des ménages à Inugu pour nourrir ses 2 jeunes frères et sœurs. Sa vie avait été une longue période de survie, sans compte de faits ni sauvetage. Elle se souvenait avoir récuré les toilettes pendant que ses camarades étaient assis en classe,
avoir vendu du pain dans les embouteillages en lançant des insultes comme des pierres, et avoir été traitée comme une moins que rien par des employeurs. Malgré tout, elle avait un principe, ne jamais devenir ce qui vous blesse. Sa gentillesse n'était pas une faiblesse. C'était un combat qu'elle menait chaque jour contre l'amertume. Elle savait ce que c'était que de se sentir abandonnée. C'est pourquoi elle ne pouvait pas s'éloigner de Thad, même lorsqu'il la blessait par ses mots. Elle lui raconta un peu de son histoire le lendemain matin, prudemment, non pas pour obtenir de la compassion, mais pour briser le mur qui les séparait. « Je n'ai pas grandi dans le confort », dit-elle en passant la serpillière à ses pieds. « J'ai grandi avec des gens qui sortaient aussi. » Thad écoutait en silence, la tête penchée vers sa voix. Il ne l'interrompit pas. Quand elle eut fini, il dit doucement, « C'est peut-être pour ça que tu es resté. » Ce n'était pas une question. Et pour la première fois depuis son accident, il sourit, non par politesse, mais par pure vérité. En Amaka, il voyait plus que de la pitié. Il voyait un miroir, non pas de la souffrance, mais de la survie. Cet après-midi-là, il lui demanda si elle pouvait lui montrer comment s'habiller. Non pas qu'il n'y parvienne pas seul, mais parce qu'il voulait essayer. Le lien qui les unissait, fragile mais grandissant, n'était plus une question de devoir. Cela devenait quelque chose de plus profond, une guérison mutuelle dans un monde qui leur avait offert à tous deux l'abandon. Dans les semaines qui suivirent, Amaka initia Thad à une nouvelle forme d'indépendance. Cela commença par quelque chose d'aussi simple que de se nourrir. Elle posa une assiette devant lui et guida doucement ses mains vers les bords. « Ta cuillère est à droite. Le ragoût est chaud, alors vas-y doucement, dit-elle. » Thad commença par maladresse, remettant le riz dans le plateau, frustré à chaque erreur. « Tu peux rire, marmonna-t-il. Je dois avoir l'air pathétique. » Amaka gloussa. « Non, monsieur. Vous avez l'air déterminé. Et affamé. » Il rit pour de bon cette fois, d'un rire profond et surprenant. La servante qui passait autrefois inaperçue était devenue son guide, son professeur, sa main sûre dans un océan de ténèbres. Au 4e jour, il pouvait manger sans aide. C'était salissant, certes. Mais c'était son désordre, sa dignité, retrouvée cuillerée après cuillerée. Après avoir mangé, ils passèrent à l'habillage, puis à la marche sans toucher les murs. Elle utilisa une ficelle pour tracer un chemin à travers la maison, guidant sa canne par des points de contact. « Chaque pas est la preuve que tu es toujours là, dit-elle. » Petit à petit, Thad commença à parcourir les pièces avec assurance. Il plaisanta même en imaginant qu'Amaka, voyante, serait son assistante à la prochaine cérémonie de remise des prix présidentiels. Ils partagèrent des rires discrets dans le jardin, sous le manguier où elle lui lisait souvent des livres. Thad n'apprenait pas seulement à vivre en aveugle, il apprenait à se sentir revivre. Et Amaka, le voyant sourire avec fierté, réalisa qu'elle ne se contentait plus de le servir. Elle l'aidait à se reconstruire. Leur lien s'est approfondi, non pas par des mots ou des caresses romantiques, mais à chaque victoire partagée. Pour la première fois depuis longtemps, ils n'étaient plus seulement un médecin et une femme de ménage. Ils étaient des êtres humains apprenant à se voir au-delà de leurs cicatrices. Thad était allongé sur son lit tard un soir, les mains jointes derrière la tête, écoutant le bourdonnement lointain du générateur. Sans la vue, le monde s'était enrichi de sons. Il entendait davantage maintenant le craquement des sandales d'Amaka sur le carrelage, la façon dont sa respiration ralentissait lorsqu'elle était fatiguée, le doux fredonnement des chants gospel lorsqu'elle nettoyait le couloir. Il percevait la vie différemment. Il commença à prêter attention non seulement au son, mais aussi au silence dans la voix d'Amaka lorsqu'elle mentait en disant qu'elle allait bien, à la façon dont elle s'attardait un instant de plus lorsqu'elle lui tendait sa chemise. Il réalisa que, pendant des années, il avait vu des gens sans vraiment les connaître. C'est la cécité qui lui a appris à observer. Et plus il écoutait, plus il voyait Amaka, non comme une aide, mais comme un être humain à part entière, avec ses couches, ses fardeaux et sa force inexprimée. Un soir, il l'entendit pleurer dans sa chambre. Des sanglots doux et étouffés, probablement destinés à être cachés. Il hésita à les ignorer, mais quelque chose en lui refusait le silence. Il l'appela. Elle hésita, puis entra dans sa chambre, les yeux rouges. « Je suis désolée, murmura-t-elle. Ma sœur me manque. C'est son anniversaire. » Thad lui prit la main, maladroitement, aveuglément, mais intentionnellement. « Parle-moi d'elle, dit-il. » Et elle le fit.
Pendant l'heure qui suivit, elle parla, et il l'écouta, non par pitié, mais par présence. Quand elle eut fini, il dit doucement, « Tu n'as pas à pleurer seul ici. » Cette nuit-là, une nouvelle intimité s'installa entre eux, pas encore romantique, mais sacrée. Un espace partagé de deuil et de compréhension. Ils étaient deux êtres brisés, trouvant des morceaux d'eux-mêmes l'un dans l'autre. Non pas par la vue, mais par quelque chose de bien plus profond, l'empathie. C'était un samedi matin lorsque les portes du manoir s'ouvrirent à nouveau en grinçant, sans prévenir. Amaka était dans la cuisine en train de remuer notre soupe de Bono lorsqu'elle entendit le bruit de talons de luxe claquer sur le marbre. Vanessa était revenue, mais sans remords ni gentillesse. Elle marchait, flanquée d'un avocat à l'allure soignée, en costume 3 pièces, lunettes de soleil posées avec arrogance sur le nez. « Nous sommes ici pour récupérer quelques affaires, » dit-elle froidement, comme si l'homme qu'elle avait épousé était une valise égarée. Amaka resta immobile, la louche figée dans sa main. Thad, inconscient des détails, sortit lentement avec sa canne, les sens aiguisés par ses voix inconnues. « Vanessa » demanda-t-il d'un ton incrédule. « Tu es revenue » Sa réponse fut sèche, juste pour régler le côté juridique. « Je suis propriétaire de cette maison maintenant, tu te souviens. » L'audace la piqua, et tandis que l'avocate désignait les documents qu'elle avait apportés, il devint clair qu'elle avait l'intention de l'expulser. Amaka s'avança, le regard flamboyant. « Tu ne peux pas venir ici et lui parler comme ça. Il est encore en convalescence, il est encore ricana Vanessa. Toujours aveugle, toujours impuissant, toujours pathétique. Oui, je sais. C'est pour ça qu'il doit partir, il prend la place qui m'appartient désormais. » Ces mots frappèrent Thad comme des éclairs. Il resta immobile, agrippé à sa canne comme si c'était le dernier rempart qui le gardait digne. Amaka s'approcha de lui pour le protéger, bloquant l'avocat qui avait commencé à pointer les portes. « Personne ne le mettra dehors aujourd'hui, » dit-elle. « Pas tant que je respire encore. » La confrontation devint tendue jusqu'à ce que Vanessa lève les yeux au ciel, jette les clés à son avocat et siffle, « Laissez-les pourrir ici pour l'instant. Il sortira bien assez tôt. » Elle se retourna et partit avec un sourire narquois, mais la graine avait été plantée. Le combat n'était plus seulement une question de trahison, mais de reconquête du pouvoir, et Amaka avait clairement fait savoir qu'elle n'avait pas peur de se tenir devant le feu. Les jours qui suivirent la visite de Vanessa furent emplis d'une intensité silencieuse mais concentrée. Thad, encore secoué, était assis seul dans le jardin qu'Amaka avait commencé à entretenir. Il serrait sa canne plus fort, ses oreilles répétant l'insulte de Vanessa, toujours impuissant. Cette phrase lui collait à l'âme comme une tache qu'il ne pouvait effacer. Mais la défense courageuse d'Amaka avait aussi fait naître quelque chose, une détermination, jusqu'alors latente, commençait à s'éveiller. « Apprends-moi à m'étirer » m'a-t-il dit un matin. « Apprends-moi à bouger tout seul. S'ils reviennent, je ne veux plus rester immobile. » C'est ce qu'elle fit. Elle imprima des marqueurs tactiles au sol et organisa des exercices simples dans le salon, utilisant des parcours de cordes, des barres d'appui et même des parcours d'obstacles improvisés. Il trébucha, jura, tomba, mais se releva aussi, encore et encore. Chaque bleu devenait un badge. Chaque pas réussi était une rébellion contre l'étiquette d'impuissance. Amaka devint son entraîneur, l'encourageant doucement lorsqu'il traversait le couloir sans aide, corrigeant gentiment sa posture lorsqu'il se penchait trop à gauche. Un après-midi, il réussit à marcher du salon jusqu'au jardin en utilisant seulement sa canne et ses doigts. Lorsqu'il atteignit le banc sous le manguier et s'assit avec un sourire triomphant, Amaka applaudit, les yeux remplis de larmes. « À bientôt, Oga. »« Sois fort, mec, » murmura-t-elle. Il sourit, levant le visage vers le soleil. « Je ne me sentais pas fort jusqu'à ce que tu crois que je pouvais l'être. » Et dans cette simple phrase, quelque chose changea à nouveau. Il ne s'entraînait plus uniquement pour contrarier Vanessa ou retrouver sa dignité perdue. Il construisait de nouvelles fondations, indépendantes de la vue, du statut social ou de l'approbation d'autrui. À chaque mouvement douloureux, il réécrivait l'histoire de l'homme qu'il était devenu, et Amaka était au cœur de tout cela. Oncle Obéa arriva à l'improviste, vêtu d'un prado bleu poussiéreux, le visage figé et le regard brûlant de détermination. Le vieil homme s'était tenu à l'écart des affaires de Thad pendant des années, amer de la façon dont Vanessa avait créé un fossé entre eux. Mais lorsque la nouvelle de sa trahison et de la prise de contrôle du manoir lui parvint par les canaux commerciaux, il arriva avec un dossier et une fureur qui couvaient depuis trop longtemps. Thad était assis en face de lui dans le salon,
le visage légèrement penché vers l'odeur familière de cola amer et de soupe au poivre que son oncle transportait toujours. « Alors, tu as finalement décidé de voir ton vieil oncle » dit Obéa d'un ton neutre. « Tu n'avais pas vraiment le choix après avoir laissé ce serpent te charmer jusqu'à te rendre aveugle, littéralement. » Thad grimaça. « Je sais que j'ai été stupide, mais Obéa n'était pas là pour se réjouir. » Il a posé un dossier sur la table. « Voilà ce qu'elle fait dans ton dos. Propriété vendue. Entreprise liquidée. Tout était à son nom. » Amaka se tenait silencieusement dans un coin, à l'écoute. Thad tendit la main et caressa le dossier, sentant le poids de ce qu'il avait perdu. « Elle ne m'a pas simplement abandonné, murmura-t-il. Elle m'a effacé. » Le visage d'Obéa s'adoucit, à peine. « Tu l'as laissé faire. Parce que tu étais trop fier pour écouter, pour voir les gens tels qu'ils sont vraiment. » Puis il se tourna vers Amaka. « Mais celle-là, elle est restée. Même après qu'il ne te soit plus rien resté. » Thad hocha lentement la tête. « Je le comprends maintenant. » Obéa secoua la tête. « On ne le voit pas, mais on le sent. C'est le plus important. » Cette nuit-là, après le départ de son oncle, Thad était assis avec Amaka au clair de lune. « Si jamais je traverse une autre tempête, dit-il, rappelle-moi qui a tenu le parapluie la dernière fois. » Et dans ce moment de silence, la vérité s'est installée au plus profond de sa poitrine. Il avait perdu la vue, mais il avait enfin retrouvé la clarté. C'est dans un tiroir oublié sous la vieille coiffeuse de Vanessa qu'Amaka découvrit la lettre. Elle rangeait la pièce pour la réutiliser lorsqu'elle trouva l'enveloppe, impeccable, étiquetée V, 2A. La curiosité la prit et elle lut. C'était une lettre d'un homme nommé Anthony, l'amant de Vanessa, écrite dans un langage énigmatique mais indéniablement intime. Il la félicita d'avoir sécurisé la maison, se moquant de la cécité de Thad et l'applaudissant de l'avoir manipulée si facilement. Les mains d'Amaka tremblaient en pliant la lettre. Ce n'était pas seulement une trahison, c'était de la cruauté. Elle apporta la lettre à Thad, hésitant un instant avant de la lire à voix haute. À mesure que chaque mot s'imprégnait, il resta figé dans un silence paralysé. Lorsqu'elle eut terminé, il expira en tremblant. « Elle ne m'a donc jamais aimé. » Sa voix était faible, comme du papier qu'on déchire lentement. « Je n'étais qu'un projet. » Amaka s'agenouilla près de lui, à voix basse. « Tu n'as jamais été idiot, Thad. » Elle l'était. Elle pensait que le pouvoir venait de la prise. Mais le vrai pouvoir réside dans la survie de ce qu'on laisse derrière soi. Thad déglutit difficilement, cherchant l'enveloppe à tâtons. Il le tint brièvement, puis le déchira en deux et le jeta dans la poubelle à côté de sa chaise. « J'en ai fini, dit-il. Elle n'aura plus une seconde de plus à me dire. » Ce soir-là, Amaka prépara du porridge aux ignames et ils mangèrent ensemble, au son d'un doux jazz à la radio. Le rire de Thad réapparut par bribes, hésitant mais réel. En choisissant de détruire le dernier fragment de la manipulation de Vanessa, il avait fait un pas vers la liberté émotionnelle. Et la femme qui avait trouvé la vérité, non pour l'exploiter mais pour lui apporter la paix, s'assit à ses côtés, bien plus qu'une simple servante. Elle était désormais le témoin de son devenir, et peut-être la gardienne de son cœur en voie de guérison. La maison ne ressemblait plus à un tombeau. Il y avait de la musique dans l'air maintenant, parfois le doux fredonnement d'Amaka tout en s'accrochant, d'autres fois la radio diffusait du higlyphe à l'ancienne tandis qu'elle préparait une soupe à l'oie. Et il y avait des rires. Pas constants, mais suffisants. De quoi rappeler à Thad que la vie reprenait. Leurs conversations devinrent plus profondes, plus riches. Il la taquina sur son entêtement. Elle le taquinait sur son obsession pour les œufs durs. Ils discutaient de politique, de Nollywood, de savoir si l'igname était meilleur avec de l'huile de palme ou de la sauce tomate. Elle lui décrivait les couleurs, l'orange du coucher de soleil, le violet foncé sur les tissus, et il l'écoutait comme s'il apprenait une nouvelle langue. La distance entre eux s'était réduite. Il n'était plus seulement patient et soignant, mais quelque chose de plus difficile à définir. Quelque chose de plus sûr. Quelque chose de plus chaleureux. Et dans les moments de calme, Thad se surprenait à sourire rien qu'au bruit de ses pas. Un soir, Amaka l'aida à entrer dans le jardin où elle avait planté des hibiscus et apporté des feuilles. « Touche-là, dit-elle en guidant ses doigts vers les pétales. C'est rouge. Comme le feu, mais doux. » Il rit, impressionné. « Tu rends toujours le monde beau. » Elle le regarda et répondit doucement, peut-être qu'il l'est encore. Il ne répondit pas,
mais le silence entre eux était profond, empli de non-dits. Ce soir-là, alors qu'elle se retournait pour quitter sa chambre après lui avoir souhaité bonne nuit, il lui prit la main. Elle marqua un temps d'arrêt, les yeux écarquillés, mais il la serra simplement, doucement. « Merci, murmura-t-il, de m'avoir vu même si je ne me voyais pas. » Amaka ne répondit pas. Elle n'en avait pas besoin. Elle lui tint la main encore un instant, puis la relâcha. Mais quelque chose avait changé, entre eux, en eux. Thad ne guérissait plus seulement physiquement. Il commençait à tomber, non pas aveuglément, mais courageusement. L'anniversaire arriva doucement, enveloppé par la chaleur d'une brise matinale inhabituellement douce. Thad s'était réveillé plus tôt que d'habitude, la date déjà gravée dans sa poitrine comme une cicatrice jamais complètement cicatrisée. Il y avait un an jour pour jour, l'accident qui avait changé sa vie avait eu lieu. Un an que la lumière avait quitté ses yeux et que le monde était devenu un puzzle de voix, de textures et de silence. Amaka n'en avait pas parlé, mais il entendait la subtile différence dans sa voix lorsqu'elle le salua. Elle le savait. Il lui demanda doucement, « Parle-moi du lever de soleil aujourd'hui. » Elle le conduisit dehors, dans le jardin, posa sa main sur les pétales humides de rosée de l'hibiscus et commença à peindre le matin avec des mots. Le ciel est d'un orange doux, comme la peau d'une mangue mûre, strié de gris comme de la poussière de charbon, et les nuages ressemblent à de la barbe à papa, lent et épais. Tandis qu'elle parlait, Thad pencha la tête en arrière et pleura, des larmes silencieuses et purificatrices qu'il n'avait pas versées depuis des mois. Amaka resta d'abord muette, se contentant de poser sa main délicatement sur son épaule tandis que le vent faisait bruisser les feuilles parfumées. « C'est normal de faire son deuil, » murmura-t-elle. « C'est normal de tout ressentir à nouveau. » Thad hocha la tête à travers ses larmes, la pression dans sa poitrine se brisant enfin comme un barrage. « Je pensais que j'en serais plus avancé maintenant. Que je serais guéri. » Elle s'accroupit à côté de lui et plongea son regard dans le vide. « La guérison n'est pas linéaire, monsieur. Elle tourne en rond. Mais regardez-vous. Un an plus tard, tu es toujours debout. » Cet après-midi-là, ils préparèrent du porridge aux ignames et mangèrent en silence, et Thad demanda de la musique. Il choisit une vieille chanson de Célestine, et tandis qu'elle jouait, il s'imagina roulant sur une route de campagne, les yeux grands ouverts, revoyant tout. Mais lorsqu'il prit la main d'Amaka à côté de lui, il réalisa quelque chose de plus profond. Il ne verrait peut-être plus jamais avec ses yeux, mais avec elle à ses côtés, il n'avait plus peur d'être aveugle. C'était un après-midi chaud lorsqu'un voisin, paniqué, fit irruption dans le portail. Sa fille de 5 ans s'était évanouie sur la route à cause de la fièvre et des convulsions. Thad entendit d'abord les cris, suivis des pas d'Amaka courant vers le portail. Elle n'hésita pas. Lâchant tout, elle déchira un emballage et se précipita dehors. Thad écoutait, le cœur battant. Il entendait Amaka donner des instructions claires et nettes. Ventilez-la. Apportez de l'eau froide. Ne la secouez pas. Sa voix était posée, assurée. Le chaos environnant semblait se dissiper tandis qu'elle reprenait le contrôle. Après avoir stabilisé l'enfant, elle appela à Kiki pour qu'il les conduise d'urgence à la clinique la plus proche. Thad resta assis près de la porte, les poings serrés, impuissant, jusqu'à ce qu'Amaka revienne 2 heures plus tard, épuisée, poussiéreuse et couverte de sueur. « Elle va bien ?» sourit-elle faiblement. C'était le paludisme. Grave, mais détecté tôt, Thad fut stupéfaite. Non seulement par son courage, mais aussi par ses connaissances. « Tu savais exactement quoi faire ?» dit-il ce soir-là, tandis qu'elle rangeait la cuisine. Elle rit. « J'étais bénévole dans une équipe de santé paroissiale à Enugu. Pas de permis, mais suffisamment pour aider en cas de besoin. » Il resta assis tranquillement un moment, puis dit, « Tu as sauvé bien plus que cette petite fille, Amaka. Tu m'as sauvé moi aussi. » Elle ne répondit pas, mais ses pattes lui indiquèrent qu'elle avait entendu. Ce soir-là, Thad insista pour qu'elle s'assoie avec lui sur le canapé pendant qu'il écoutait les informations. Lorsque le présentateur mentionna une histoire de héros et de communautés méconnues, il se retourna et sourit. « Il devrait venir ici. Il y en a un assis à côté de moi. » Amaka rit timidement, cachant son visage. Mais quelque chose s'est épanoui en lui. Thad ne la voyait plus seulement comme quelqu'un qui l'aidait à survivre. Il la voyait désormais comme quelqu'un qui aidait les autres à vivre. Le calme fut rompu quelques jours plus tard lorsqu'un gros titre fit le tour des réseaux sociaux, le mari aveugle d'un milliardaire séduit par sa femme de ménage, et sa femme s'exprima.
Vanessa était revenue, non pas en personne, mais par le biais d'un scandale. Elle avait déposé une plainte sur un blog People, affirmant qu'Amaka manipulait Tad émotionnellement et financièrement pour hériter de ce qui restait de sa fortune. L'article contenait des demi-vérités déformées et des photos soigneusement mises en scène de sa dernière visite. Pire encore, il sous-entendait qu'Amaka le séduisait depuis le début. Dans l'après-midi, la nouvelle s'était répandue. Des journalistes campaient devant le portail. De vieux amis envoyaient des messages énigmatiques. Et Tad, désormais habitué au silence, sentit les murs de sa vie privée s'effondrer à nouveau. Il était furieux, non pas à cause des gros titres, mais à cause de l'audace des mensonges de Vanessa. Elle te dépeint comme un prédateur, marmonna-t-il. Après tout ce que tu as fait. Amaka était anéantie. Je ne suis pas venu ici pour voler, monsieur. Je n'ai jamais touché à vos comptes, je n'ai jamais rien pris, sauf peut-être votre tranquillité d'esprit certains jours, plaisanta-t-elle faiblement, la voix brisée. Tad lui prit la main. Je sais qui tu es. Et je ne la laisserai pas détruire ton nom pour réparer le sien. Ce soir-là, il enregistra un mémo vocal que son oncle Obé a fit circuler, d'une voix posée, calme et directe. La seule personne qui m'a aidé à reconstruire ma vie depuis mon accident est mademoiselle Amakaïs. Toute tentative de déformer cette vérité est une atteinte à la décence, et pas seulement à moi. L'affaire est devenue virale. Pour la première fois depuis l'éclatement du scandale, les motivations de Vanessa ont commencé à s'interroger. Tad avait retrouvé la parole, et cette fois, il l'utilisait non seulement pour se défendre, mais aussi pour défendre la femme qu'il avait soutenue dans l'obscurité. La conférence de presse fut simple mais percutante. Tenue dans une modeste salle communautaire aménagée par l'oncle Obéa, elle était remplie de journalistes, de responsables locaux et de quelques visages sceptiques du passé de Tad. Tad fut conduit sur scène par Amaka, assis derrière lui, nerveux, agrippé au podium. Le silence s'installa dans la salle pendant qu'il parlait. Beaucoup d'entre vous me connaissaient comme chirurgien, vif, précis, fier. Mais j'ai perdu la vue, et dans cette obscurité, j'ai perdu tout ce qui comptait pour moi. Sa voix ne tremblait pas, mais j'y ai trouvé une autre clarté. Celle que tu appelles ma servante est la seule à être restée quand même mon nom de famille n'a pas pu me protéger. Elle n'est pas mon fardeau, elle est mon encre. La salle a éclaté en applaudissements. Les flashs des appareils photo ont brillé. Le récit avait changé. Après le discours, les journalistes ont afflué vers Amaka, cherchant à obtenir un commentaire. Elle est restée silencieuse, tenant le bras de Tad. Qu'il voit notre vérité, a-t-il murmuré. Nous ne devons rien à personne. Le lendemain, plusieurs gros titres ont changé. Le président de l'association des chirurgiens aveugles a démenti les rumeurs. Les appels lui ont sauvé la vie. Le vent avait tourné, mais ce qui comptait vraiment, c'était le changement intérieur. Tad avait cessé de se cacher. Il avait publiquement honoré Amaka, non pas avec des éloges creux, mais avec un respect sincère et indéniable. Ce soir-là, de retour à la maison, alors qu'ils écoutaient l'émission ensemble, Amaka dit doucement, « Tu n'étais pas obligé de dire tout ça. » Tad sourit. « Je l'ai fait. Non pas parce que le monde méritait de l'entendre, mais parce que vous l'avez fait. » Une semaine plus tard, Tad a pris la décision de vendre ce qui restait de la maison. Il appela son avocat, finalisa les démarches et organisa un déménagement en toute discrétion. « J'ai assez vécu ici, dit-il à Amaka. Il est temps d'arrêter de vivre dans l'ombre de Vanessa. » La maison, avec son luxe et son vide, était devenue un monument de ce qu'elle était autrefois. Alors, avec l'aide d'Amaka, il n'emporta que l'essentiel, des livres, des disques, quelques vêtements et sa marmite préférée, et ils emménagèrent dans un modeste bungalow à Cuges. La maison était plus petite, la rue plus bruyante, mais l'air y était plus léger. C'était leur premier départ. Pas de sol en marbre, pas de fenêtres aux ornements dorés, juste deux personnes, se choisissant l'une l'autre dans une simplicité tranquille. Leur nouvelle vie était plus lente, ancrée dans la réalité. Amaka plantait des herbes aromatiques derrière la fenêtre de la cuisine. Tad reprenait son encadrement auprès des jeunes étudiants en médecine par visioconférence. Le soir, il s'asseyait dehors sur un tapis commun, buvant du zobo et écoutant le ronronnement du générateur du quartier. « Le regrettes-tu » demanda Amaka un jour. « Abandonner le manoir, le nom, la vie ?» Tad secoua la tête. « Ce que j'ai abandonné ne m'appartient pas. Ce que j'ai maintenant, la paix, la présence, toi, c'est tout. »
Elle ne dit rien, mais il la sentit se rapprocher, posant doucement sa tête sur son épaule. Et, laissant tout derrière eux, ils n'avaient rien perdu, ils avaient enfin commencé à vivre. Leur modeste bungalow à cuche devint rapidement un sanctuaire, contrastant avec la froideur et la richesse du manoir qu'ils avaient quitté. Thad, s'adaptant chaque jour davantage à sa nouvelle vie, trouva la joie dans la simplicité. Amaka, toujours attentionnée, décida de transformer le petit lopin de terre derrière leur maison en un jardin, non seulement potager, mais aussi thérapeutique. Elle a planté des hibiscus, des feuilles de zobo, du basilic, des feuilles parfumées et même des arbustes à fleurs. Ce n'est pas seulement pour la nourriture, lui a-t-elle dit un matin en guidant sa main sur un bouquet de zinnias en fleurs. C'est pour le toucher. Pour la paix. Chaque matin, ils marchaient lentement ensemble dans le jardin. La main de Thad caressait les pétales veloutés, et Amaka en décrivait les couleurs. Celui-ci est jaune comme une mangue mûre. Celui-là est rouge comme une galère de mariage. Peu à peu, le jardin devint leur rituel quotidien, un rythme sacré où s'épanouissait à la fois la guérison et l'affection tacite. Thad apprit bientôt à identifier les plantes non pas à la vue, mais à l'odorat, à la forme des feuilles, au bruissement du vent à travers les différentes textures. Cela lui procurait un sentiment d'indépendance, une maîtrise redéfinie. Un après-midi, il s'arrêta près d'une parcelle d'aloe vera et dit, « Celui-ci est lisse, mais tranchant. Comme la vie, parfois. » Amaka sourit, le cœur chaud à sa perspicacité. Le jardin était devenu bien plus qu'un simple espace physique. C'était une métaphore de tout ce qu'ils avaient cultivé ensemble, la croissance après la ruine, la beauté après la négligence, la joie ancrée dans l'attention. « Merci, dit-il doucement un soir, alors qu'ils étaient assis sous un arbre, les doigts effleurant la terre, de m'avoir rendu le monde sous une forme différente. » Elle le regarda, les yeux embués, et murmura, « Merci, d'avoir appris à voir à nouveau. » Cela s'est passé dans le plus grand calme, sans grand geste, sans romance ostentatoire, juste une conversation douce sous le ciel nocturne. Ils venaient de terminer le dîner et étaient assis sur la petite véranda, les étoiles scintillant faiblement au-dessus d'eux. Amaka se laissa aller en arrière, profitant de la brise, tandis que Thad se tournait vers elle d'une voix basse mais assurée. « Il y a quelque chose que je voulais dire, » commença-t-il. Elle tourna la tête, surprise par son ton. « Chaque jour où je me suis réveillée dans cette maison, avec toi près de moi, j'ai retrouvé une part de moi que je croyais perdue. Je ne sais pas encore si je peux appeler ça de l'amour, car je ne veux pas le réduire à un mot. Mais Amaka, je suis tombée amoureuse de toi. De toutes les manières auxquelles je ne m'attendais pas, je l'ai fait. » Sa voix se brisa légèrement, mais il n'hésita pas. « Tu n'as rien à dire. Je voulais juste que tu le saches. » Amaka resta figée un instant, bouleversée. Ses mains agrippèrent fermement son emballage tandis que des larmes lui montaient aux yeux, non pas de peur, mais du poids d'être véritablement vue. Elle ne répondit pas. Au lieu de cela, elle tendit la main et la serra doucement. Ce geste simple, doux et sûr, exprimait tout ce qu'elle ne pouvait exprimer à voix haute. Thad expira profondément, un petit sourire éclairant son visage. « Ça suffit, » murmura-t-il. À partir de cette nuit-là, leur lien s'était renforcé, non par des baisers ou des déclarations, mais par des silences partagés et le langage de la confiance. L'amour les avait trouvés là où ils ne s'attendaient pas le moins du monde, non pas là où les lumières brillaient ou où les gens applaudissaient, mais dans l'ombre, là où la résilience et le dévouement avaient germé. L'appel est arrivé un matin pluvieux. Oncle Obéa était décédé dans son sommeil chez lui à Ibadan. La nouvelle a frappé Thad plus durement qu'il ne l'avait prévu. L'homme qu'il avait autrefois sévèrement réprimandé était devenu, au fil des mois, son plus grand soutien. Après l'enterrement, l'avocat convoqua Thad et Amaka dans son bureau. Ils restèrent assis en silence, la laine rouge, espérant tout au plus quelques vieux souvenirs. Mais l'avocat s'éclaircit la gorge et déclara, « Monsieur Thad Ogunle a été désigné comme unique bénéficiaire de la succession du chef Obéa, comprenant les terres agricoles, 2 propriétés locatives et 58 millions de naira nigérians. » Thad halta en serrant la main d'Amaka. « Il ne m'a jamais rien dit, » acquiesça l'avocat. « Il a dit que tu étais la seule personne en qui il avait confiance pour l'utiliser à bon escient. » De retour chez lui, Thad resta assis des heures, pensif, les papiers étalés devant lui. « Je ne veux pas garder ça, » a-t-il finalement dit. « Je veux construire quelque chose. » Avec les encouragements d'Amaka, il a présenté l'idée d'un centre de réadaptation et de bien-être pour les personnes handicapées. Un lieu de ressourcement. Pour un but précis.
Exactement comme ceux que vous m'avez donnés. Ils l'ont baptisé Centre de Lumière, et en 6 mois, il a ouvert ses portes à ses 5 premiers résidents, des hommes et des femmes ayant vécu des traumatismes, tout comme Tat. Amaka coordonnait la logistique, et Tat offrait un accompagnement émotionnel. Tandis qu'il faisait visiter le centre avec sa canne, les visiteurs ne voyaient plus un aveugle, mais un visionnaire qui transformait la douleur en impact. Et, silencieusement, à ses côtés se tenait la femme qui lui avait appris à voir. La nuit était calme, éclairée seulement par les lanternes qu'Amaka avait accrochées dans leur petite propriété. Elle ignorait tout de ses projets, elle pensait qu'il célébrait simplement les 6 mois de succès du centre. Mais, alors qu'il se tenait sous l'oranger au milieu de la cour, Tat se tourna vers elle et lui tendit une petite pochette en velours. « Il ne me reste plus grand-chose du monde d'où je viens, dit-il. Mais ce que j'ai maintenant est réel. Tu m'as appris à respirer à nouveau. Ressentir à nouveau. » Amaka se détendit. « Veux-tu m'épouser ?» Ses mains se portèrent à sa bouche. Elle resta figée, le cœur battant, les yeux remplis de larmes. Lentement, elle hocha la tête, la voix tremblante. « Oui. Oui, Tat. 1000 fois oui. » Il sourit, la serrant dans ses bras, chaleureusement et tremblant. Autour d'eux, le jardin semblait fleurir en fête, la nuit les enveloppant comme un secret bien gardé. Pas de feu d'artifice, pas de foule, pas de bijoux coûteux, juste de la sincérité, de la confiance, et 2 âmes qui avaient survécu au pire et trouvé la joie malgré tout. Ce soir-là, ils étaient assis près du feu, Amaka appuyée contre son épaule, tous deux submergés par la simplicité de leur bonheur. « Je n'aurais jamais imaginé être le commencement de quelqu'un, murmura-t-elle. « Tu n'es pas qu'un commencement, répondit Tat. C'est grâce à toi que l'histoire a changé. » Assis en silence, main dans la main, ils n'avaient pas besoin de voir le chemin parcouru. Le mariage était petit, intime et rempli de rires sincères. Les invités se sont réunis dans le jardin du centre de rééducation, d'anciens patients, des voisins et quelques amis perdus de vue qui avaient suivi de loin le parcours de Tat. Tat se tenait droit dans un simple cafetan couleur crème, sa canne sur le côté, un sourire fier aux lèvres. Amaka, radieuse dans une robe en dentelle cousue par la nièce de Momonkeshi, s'avançait vers lui, les larmes aux yeux. Une fois les vœux prononcés et le moment venu pour Tat de prendre la parole, il se tourna vers les invités, la voix claire. « Je suis peut-être aveugle, dit-il, mais je vois maintenant plus clairement que jamais. Non pas avec mes yeux, mais avec mon cœur. Je vois l'amour. Je vois un but. Je vois Amaka. » Des applaudissements résonnèrent dans le jardin lorsqu'il lui prit la main. Elle m'a trouvé dans l'obscurité et m'a apporté la lumière. J'étais brisé. Elle m'a appris à guérir. Elle ne se contentait pas de se soucier de moi. Elle croyait en moi. Amaka, submergée par l'émotion, appuya son front contre le sien. Et il m'a redonné espoir, murmura-t-elle. Sous les applaudissements de la foule, Tat et Amaka échangèrent leur premier baiser, ni fougueux ni précipité, mais lent et respectueux. Ce soir-là, tandis que le soleil disparaissait derrière les arbres, ils dansèrent pieds nus sous le ciel, le rire jaillissant de leurs lèvres comme la liberté. Il y avait eu des pertes. Il y avait eu des trahisons. Mais l'un en l'autre, ils avaient trouvé quelque chose de plus fort que la douleur, un amour né de la vérité, ancré dans la loyauté, et porté, à jamais, par les yeux du cœur. Merci d'avoir regardé. Dites-nous ce que vous avez aimé dans cette histoire. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner. Activez également la notification de publication pour recevoir de nouvelles histoires.